messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h de la télévision du Burkina. La nation malienne solidaire au Burkinabé après l'attaque terroriste qu'a connue le pays hier 16 décembre. Le président Ibrahim Boubacar Keïta est venu présenter ses condoléances à son homologue. Au-delà du symbole, il s'agit pour ces deux pays voisins de mutualiser davantage leurs efforts dans la lutte contre le terrorisme. Ils ont été institués pour venir à bout des maux qui gangrènent le système sanitaire burkinabé. Les travaux des états généraux des hôpitaux ont pris fin ce 17 décembre à Ouagadougou. De ces assises, il ressort plusieurs recommandations qui, mises en œuvre, vont aider considérablement à l'amélioration du secteur de la santé au Burkina. Le secrétaire général du ministère de la Santé est l'invité de ce journal. Dans cette édition également, les échos du sommet annuel de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, qui s'est ouvert ce samedi à Abuja, la capitale nigériane. Les chefs d'État et de gouvernement de l'espace se sont penchés sur l'impasse politique en Gambie, où le président Yahya Jammeh refuse de quitter le pouvoir malgré sa défaite électorale. Vous le savez, le Burkina s'est durement réveillé hier. Des assaillants ont attaqué un dispositif de l'armée dans la province du Soum, à quelques kilomètres de la frontière malienne. Cette nouvelle attaque perpétrée sur le sol burkinabé sonne comme un déjà-vu avec ces personnes non identifiées qui repartent vers le Mali. La lutte contre le terrorisme se doit d'être commune entre États. C'est ce qu'a rappelé le président de la République du Mali arrivé cet après-midi à Ouagadougou. Nous y reviendrons en images dans nos prochaines éditions. Et du fait de cette attaque, le président du Faso n'a pu se rendre à Abuja où s'est ouvert le sommet ordinaire de la CEDEAO. La situation sécuritaire et politique de la sous-région a été au menu des échanges. La conférence des chefs d'État s'est largement penchée sur la crise qui prévaut en Gambie après l'élection présidentielle. Le point avec nos envoyés spéciaux Yacouba Gamene et Abdelaziz Yagibou. Une CEDEAO plus robuste et plus opérationnelle face à un terrorisme qui ne faiblit pas. La préoccupation est mise sur le tapis à Abuja. D'une seule voix, les chefs d'État ont déploré et condamné les nombreuses attaques terroristes perpétrées contre les pays de la sous-région, dont le Burkina qui vient d'être frappé dans sa partie sahélienne. Pour mieux contenir la menace, le sommet, tout en s'appuyant sur des rapports, va définir des stratégies. Au plan politique, les chefs d'État se félicitent des acquis démocratiques engrangés cette année dans bon nombre de pays de la communauté. La reprise du dialogue politique initié en Guinée par le président Alpha Condé, l'organisation avec succès des élections communales au Mali, le référendum constitutionnel en Côte d'Ivoire et la tenue d'élections transparentes au Niger, au Bénin, au Cap-Vert, au Ghana et en Gambie. La Gambie, où justement le président Jammeh, défait dans les urnes, rejette les résultats et signe le doigt à la gâchette qu'il ne bougera point. En vue de sauver la paix, les chefs d'État de la CEDEAO appellent le président sortant à entendre raison et à respecter en bon perdant le jeu démocratique. Après la mission de médiation sans grand succès conduite par la présidente de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, Ellen Johnson Sirleaf elle-même, cette question gambienne est placée au cœur des travaux à Abuja. Trouver une issue positive à la crise politique qui persiste en Guinée-Bissau, malgré la médiation entreprise sous l'égide de la CEDEAO, est une autre équation que le sommet se propose de résoudre. Et le Burkina, bardé de ses galons de pays aux avancées démocratiques saluées de tous, entend mettre son expertise à contribution. Le Burkina à qui mention spéciale a été faite pour la réussite de sa table ronde à Paris sur le PN2S. Dans la dynamique de la progression vers une CEDEAO des peuples et une intégration des économies, la 50e session de la conférence des chefs d'État va pousser la réflexion en vue de lever les obstacles à la libre circulation des personnes et des biens, notamment dans les pays toujours à la traîne, dans l'application et le respect des textes. Et à l'issue de la réunion, le ministre en charge des Affaires étrangères a rencontré la diaspora burkinabé vivant au Nigeria. Il leur a fait le point sur la situation nationale. Voyons cela en image toujours avec nos envoyés spéciaux Yacouba Gamene et Abdelaziz Yagibou. C'est une diaspora burkinabé du Nigeria visiblement attristée par les nouvelles de son pays qui est venue à la rencontre du ministre en charge des Affaires étrangères, Alpha Bari. En témoigne cet hommage aux hommes tombés à Nassungou sous le feu des forces du mal. Un drame qui a tout naturellement bouleversé l'agenda du président du Faso.
Roch Marc Christian Kaboré, qui dans les prévisions devrait être ici à Abuja pour participer aux côtés de ses pairs de la sous-région au 50e sommet de la CEDEAO et prendre langue avec la communauté burkinabé du Nigeria, ici mobilisée. Estimé à environ 4500, les Burkinabés vivant au Nigeria demandent au président du Faso, ici représenté par son ministre en charge des questions de diplomatie, d'œuvrer à la réduction du coût de transfert d'argent depuis le Nigeria vers leur pays d'origine. Il y a des difficultés du fait du Nigeria qui a pris des décisions pour limiter, restreindre les transferts. Donc il est difficile pour notre communauté, et pour ceux qui veulent envoyer de l'argent au Burkina Faso, de l'envoyer dans de très bonnes conditions. Donc on a mis ça en premier plan. Et au deuxième plan, il y a la question de faire en sorte que la communauté ici soit impliquée par ce qui se passe au Burkina Faso. Vous savez, souvent, il y a des opérations de lotissement, il y a des opérations d'attribution d'habitat. Et les Burkinabés à l'étranger sont intéressés à aussi être bénéficiaires de ces opérations. Leur participation aux différentes échéances électorales ainsi que la reconnaissance de leurs efforts par la nation sont autant de préoccupations qui tiennent à cœur la diaspora burkinabé du Nigeria. La dernière décoration au profit du personnel de la représentation diplomatique du Burkina à Abuja date de 2004 selon les témoignages. Le message essentiel que moi j'ai tenu à faire passer ici, c'est que les Burkinabés aient confiance en leur pays. Récemment, la communauté internationale a marqué toute sa confiance au Burkina Faso en annonçant de gros montants pour le financement du PNDS. Le MCA a suivi également en élisant le Burkina parmi les pays qui vont être dotés par ce fonds. Et donc, c'est des preuves de confiance. Et cette confiance doit se traduire donc par la situation que nous vivons, faire bloc derrière nos forces de défense et de sécurité qui vivent des moments difficiles et qui travaillent nuit et jour pour sécuriser notre pays. Après un briefing sur la table ronde du PNDS à Paris, ainsi que sur les acquis engrangés dès l'an 1 du président Kaboré, le ministre Bari a rassuré ses interlocuteurs que les autorités en place sont au quotidien de tous les combats pour que les chantiers de réconciliation nationale et de justice aboutissent. Et retour au Burkina pour parler économie verte. Juliette Biao est la directrice du bureau régional Afrique du PNUE. Elle a été reçue en audience à la primature. Elle a fait le point des conclusions de l'Académie de l'économie verte organisée par le Fonds des Nations Unies pour l'environnement et le ministère en charge de l'environnement. Les précisions dans cette interview. Nous sommes là en famille des Nations Unies juste pour rendre compte à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, des travaux de l'Académie et surtout pour encore réitérer notre soutien en tant que système des Nations Unies pour accompagner le gouvernement du Burkina Faso. Ce qui ressort des informations de ce travail, c'est que tous nous sommes rendus compte, avec tous ceux qui ont pris part à cette conférence-là, que contrairement à ce qu'on pouvait s'imaginer au départ en ce qui concerne le champ d'action sur l'économie verte, c'est que ça va bien au-delà du secteur de l'environnement et que ça couvre un certain nombre de départements ministériels et donc il faut une coordination interministérielle pour assurer vraiment cette transition vers l'économie verte et le développement durable. La directrice du bureau régional Afrique du PNUE était interrogée par Ibrahima Sombier et Pascal Canet. Je vous le disais en titre, il a été initié des états généraux des hôpitaux publics du Burkina Faso en début de semaine. Les travaux ont pris fin ce samedi à Ouagadougou et ont abouti à plusieurs recommandations. Bonsoir, docteur Roger Jean-Claude Kargougou. Bonsoir. Vous êtes donc secrétaire général au niveau du ministère de la Santé. Est-ce que vous pouvez nous confirmer que tous les acteurs du système sanitaire au Burkina ont bien participé à ces états généraux-là? Merci, madame, de l'opportunité que vous nous donnez ce soir pour vous entretenir autour de la tenue de cette importante activité que constituent les états généraux des hôpitaux. Je voudrais d'entrée vous dire tout simplement que nous attendions 500 participants, 500 acteurs du système de santé qui nous proviennent de toute la pyramide sanitaire, depuis le niveau centre de santé et de promotion sociale
jusqu'au niveau centre hospitalier universitaire en passant par les centres médicaux et les centres hospitaliers régionaux. Nous attendions aussi des participants venus de l'administration sanitaire centrale du ministère de la Santé. Nous attendions des participants, des partenaires techniques et financiers, des partenaires sociaux et aussi des collectivités. Je dois vous dire que la participation a été très pleine et les échanges ont été très francs, ont été ouverts, ont été fructueux et des recommandations pertinentes sont issues de ces états généraux. Alors, docteur, le système sanitaire burkinabé a connu de nombreuses réformes. Mais dites-nous, en quoi est-ce que ces assises vont changer positivement le système en place? Alors, d'abord, pourquoi des états généraux des hôpitaux? Notre système de santé, évidemment, a connu des progrès ces dernières années, mais on a encore beaucoup de défis à relever. Et ces défis, on peut les relever essentiellement au niveau du maillon essentiel qu'est l'hôpital. Ces états généraux vont changer les choses en ce sens que d'abord, les recommandations qui ont été prises ont été assorties d'une feuille de route. Le ministre de la Santé a beaucoup insisté lorsque nous préparions ces états généraux pour que nous mettions en place un dispositif de suivi et d'évaluation des recommandations qui vont être prises lors de ces états généraux. Et donc, véritablement, je pense que ça, c'est un aspect très important. Et tout de suite, nous venons de faire la clôture des états généraux. Les recommandations sont assorties d'une feuille de route. Et nous avons des recommandations qui sont novatrices. Parmi ces recommandations novatrices, je voudrais retenir d'abord la mise en place, l'adoption de la fonction publique hospitalière comme étant une réponse novatrice aux multiples problèmes de motivation, de conditions de travail que rencontrent les agents de santé. Vous savez que l'OMS définit un système de santé à travers 6 piliers, et parmi ces 6 piliers, les ressources humaines en santé constituent le pilier très important. Donc, il était très important pour nous d'adopter cette fonction publique hospitalière qui va véritablement régir la carrière des agents. Évidemment, les états généraux de la santé ont fait la recommandation que nous puissions mettre en place une commission interministérielle qui va affiner la fonction publique hospitalière, et cette commission va être élargie à l'ensemble des partenaires sociaux pour que nous puissions aller de l'avant. Et justement, cette fonction hospitalière va répondre aux revendications des syndicats. Est-ce qu'il y a une échéance, justement? Alors, nous, au niveau du ministère de la Santé, en tout cas, nous allons travailler d'arrache-pied pour que la commission interministérielle puisse être mise en place avec la participation de l'ensemble des partenaires sociaux. Et après, nous allons évidemment décliner cet avant-projet de loi en décret. Et nous allons le porter à l'attention, à l'appréciation du gouvernement qui pourra donner suite. Donc, véritablement, je ne peux pas vous donner le chronogramme, mais en tout cas, nous allons travailler d'arrache-pied pour ce qui nous concerne pour déposer ces conclusions. Alors, le plateau technique des hôpitaux publics a été jugé aussi défaillant. Est-ce que vous pouvez donner une assurance que des solutions durables seront mises en œuvre? Alors, c'est vrai, nous avons des plateaux techniques qui ne sont pas très relevés. Nous avions une thématique qui est relative à la maintenance, l'équipement et aux infrastructures. C'était une thématique qui était très importante et nous avons réaffirmé le fait qu'il faut faire des achats groupés pour être suffisamment efficient. Ça a été un aspect qui a été réaffirmé. Et nous avons insisté aussi pour dire qu'il fallait que la SOGEMAB continue de jouer son rôle. Donc la SOGEMAB, qui est la société générale en matière d'achat et d'équipement. Tout à fait. Mais nous avons aussi insisté qu'il fallait que nous mettions en place une structure centrale qui puisse être en charge de la définition, de la mise en œuvre, du suivi et de l'évaluation de la politique nationale en matière d'infrastructures sanitaires, d'équipement et de maintenance. C'est cette structure centrale qui va tout piloter, la SOGEMAB étant un instrument de mise en œuvre de cette politique. Très bien, docteur Karougou. Nous allons suivre à présent un reportage sur lequel vous pourrez réagir parce qu'elle se veut donc un remède contre la tristement célèbre dengue. Une opération de pulvérisation spatiale est en cours à Ouagadougou contre cette maladie qui sévit durement. Une de nos équipes a suivi une sortie de terrain qui l'a conduit dans une dizaine d'espaces verts identifiés par la direction de la lutte contre la maladie. Suivez plutôt ce compte rendu signé de Biludou Bazongo et Aruna Maré.
La lutte contre la dengue s'intensifie au ministère de la Santé. Ce cortège de véhicules parmi lesquels des pulvérisateurs se mettent en branle pour une opération de pulvérisation des espaces verts identifiés dans la ville de Ouagadougou. Nous pensons que ce sont donc les gîtes, c'est-à-dire les sites de prédilection pour le vecteur de la dengue. Et cela consiste exactement à émettre des nuages d'insecticides, des petites gouttelettes d'insecticides au niveau donc de ces espaces-là pour que ces gouttelettes puissent rentrer en contact avec le moustique. Autre espace pulvérisé, le jardin étoile de l'Est au secteur 46. À chaque intervention, le public est sommé de quitter les lieux par mesure de précaution. Jugée salutaire, l'opération ne se déroule pas sans désagrément. Comme ce n'est pas tout le monde qui est informé que non, le ministère de la Santé va passer vous pulvériser là, et qu'ils voient souvent, ils voient le véhicule qui est là avec la tenue aussi, ça les effraie. Sinon, apparemment, il n'y a pas de problème hormis CETA. À cette sortie, c'est une dizaine de sites pulvérisés. L'équipe d'intervention sous bonne escorte est toujours vêtue d'une combinaison spéciale et les autres membres équipés de cache-nez. Le ministère de la Santé rassure, le produit utilisé n'est pas dangereux pour la population. Durant la pulvérisation, on demande à ce que tous les objets, c'est-à-dire les ustensiles de cuisine, qui sont des concessions autour donc soient rangés et également s'il y a des enfants qu'ils puissent rentrer donc dans les maisons et fermer. L'opération de pulvérisation spatiale contre la dengue se déroule à deux niveaux, les domiciles privés et les espaces verts. Concernant la dengue, la tendance est à la baisse selon ce cadre du ministère de la Santé. L'intervention va concerner l'ensemble des secteurs de la ville de Ouagadougou et va se poursuivre jusqu'au 24 décembre. Monsieur le secrétaire général, donc nous venons de suivre une opération de pulvérisation spatiale contre la dengue. Est-ce que cette opération va s'étendre dans les autres villes du pays? Alors, je voudrais tout simplement dire qu'à ce stade, nous en sommes à maximiser nos actions sur la ville de Ouaga où l'épidémie, le nombre de cas de dengue a été le plus élevé. Donc, à ce stade, pour le moment, c'est la ville de Ouaga qui est concernée. Merci à vous d'avoir été sur ce plateau. Je rappelle qu'il a été question avec vous des conclusions des travaux menés depuis le 15 décembre sur les hôpitaux publics du Burkina. La suite de cette édition, et l'on reste dans le domaine sanitaire pour évoquer le tout premier congrès de la Société d'urologie du Burkina. Les spécialistes burkinabés sont soutenus par leurs confrères d'autres pays pour parler des maladies urinaires de l'homme et de la femme. Roger Bebamba et Tanga Kafando nous situent sur les enjeux de cette rencontre. Réunis ici à l'occasion du premier congrès de la Société d'urologie du Burkina Faso, ces urologues échangent sur les dernières évolutions en matière de recherche dans leur domaine. Plus de 200 participants sont attendus et pour l'initiateur du congrès, c'est le lieu également de mettre en commun les connaissances. Les soins sont beaucoup liés aux avancées technologiques au niveau de l'endourologie, au niveau de l'imagerie. Et si on ne se met pas au courant, si on ne se met pas ensemble pour échanger, bon, on a des pratiques qui sont un peu désuètes. Et donc, il est important de faire des rencontres scientifiques pour mettre les connaissances en commun. C'est donc les donner et de recevoir. Pour le ministre de la Santé, ces genres de rencontres sont à encourager car elles participent à l'amélioration des prestations du personnel de santé. Dans la pratique de l'art médical, les choses évoluent. Et pour s'en rendre compte, il faut qu'il y ait des rencontres scientifiques de cette nature-là pour pouvoir mettre tout le monde à jour par rapport aux nouvelles technologies et faire également le point de ce qui était fait jusque-là. Et ça fait partie de la formation continue. Et cette formation continue est la bienvenue parce que c'est les populations donc, qui bénéficieront. La Société d'urologie du Burkina Faso est née en 2013 et compte à ce jour 15 spécialistes. Le congrès se tient tous les 2 ans et regroupe plus de 5 pays de la sous-région. La sensibilisation, elle, se poursuit dans la lutte contre la maladie du Noma. Cette fois, les hommes et femmes de presse sont au cœur avec une caravane qui va sillonner la région du Sahel. La connaissance de la maladie, sa prévention et sa guérison sont les étapes de cette sensibilisation adressée aux populations. Précision urbain Benito Somé et Bouma Ernest Nebier. Lancée officiellement ce 14 décembre 2016, cette caravane de presse va sillonner toutes les 4 provinces de la région du Sahel.
Elle permettra aux hommes de médias d'échanger avec les agents de santé, les chefs coutumiers et les populations sur le Noma. L'initiative est du projet de sensibilisation et de renforcement des capacités pour la prévention du Noma au Burkina, soutenu par l'Allemagne à travers l'ONG Guggen Noma. Si on voit les enfants, et ce sont surtout les enfants qui sont exposés à cette maladie, ça défigure vraiment la face et ils vont souffrir toute leur vie de cette maladie. Et ça touche à cœur et c'est pourquoi aussi on est venu d'appuyer l'engagement de vaincre cette maladie. La caravane va prendre fin le 23 décembre et il est attendu des caravaniers la diffusion à travers leurs médias respectifs des messages relatifs à la prévention du Noma. Au terme de la campagne, nous attendons un peu plus d'engagement, bien sûr des médias pendant et après pour nous accompagner dans vos activités quotidiennes, dans vos émissions de routine, la lutte contre le Noma. Le Noma est une maladie qui commence par le saignement dans la bouche ou de plaies qui évolue très rapidement par le gonflement des joues et une gangrène qui peut conduire à la mort si l'enfant n'est pas soigné à temps. Jusqu'à présent, l'agent causal de cette maladie reste méconnu. Mais la malnutrition, le manque d'hygiène bucco-dentaire et environnementale sont des facteurs favorables à cette maladie. Selon les responsables du projet de lutte contre le Noma, c'est la région du Sahel qui est la plus touchée par la maladie. Les acteurs des impôts sont arrivés à des conclusions, ces dernières devant améliorer considérablement le système informatique de la Direction générale des impôts. Ouverte le 15 décembre dernier, la 5e conférence annuelle de cette direction a eu lieu ce jour 17 décembre. Le point avec Roger Cam et Oumar Zombré. C'est fini pour cette 5e conférence annuelle de la Direction générale des impôts, DGI. Durant 3 jours, ces acteurs des services des impôts se sont investis sur des travaux axés sur le système informatique de la Direction générale des impôts. Pour le responsable du service, c'est le lieu ici de dénoncer les insuffisances et d'apporter des solutions. Donc il s'agissait de faire l'état des lieux au niveau des infrastructures, des équipements, du matériel informatique que nous utilisons, mais également aussi au niveau des logiciels. Quels sont donc les logiciels que nous utilisons? Est-ce que ces logiciels-là répondent effectivement aux besoins? Quelles sont les évolutions possibles donc, de ces logiciels-là pour que ça puisse mieux répondre aux attentes des travailleurs? Et le 3e niveau, c'est le renforcement des capacités. Cette conférence était aussi le lieu de remettre le schéma directeur informatique élaboré en 2007 et révisé en 2015. On va s'organiser pour donner une suite favorable donc, à toutes les recommandations qui ont été prises. Parce que ces recommandations-là vont permettre justement de fortifier notre système informatique, de le rendre effectivement plus efficace, plus opérationnel. Cette 5e conférence a eu pour thème le système informatique de la DGI, état des lieux et perspectives. Plus de 200 participants y ont pris part. Le rendez-vous est pris en décembre 2017 pour la 6e conférence. Tout autre chose à présent avec ce mémorandum établi par le groupe de recherche et d'action sur le foncier. Au regard des difficultés liées à la mise en œuvre de la loi sur le foncier en milieu rural, ce mémorandum devrait guider les travaux du comité régional pour la sécurisation foncière. Des travaux débutés ce jour même à Ouagadougou et le reportage est de Paul-David Bambara et Maïmouna Traoré. Depuis octobre 2014, le groupe de recherche et d'action sur le foncier met en œuvre un projet de suivi de la gouvernance foncière dans les communes de Kassou et de Padema. Il a pu identifier de nombreuses difficultés qui entravent la mise en œuvre de la loi portant régime foncier rural au Burkina Faso. C'est entre autres le scepticisme et la méfiance que nous constatons au niveau des autorités coutumières d'acquisition des APFR. Il y a de la lenteur dans l'émission des avis et donc qui entraîne de la lenteur dans l'ensemble du processus. Il y a également que les organes au niveau des villages chargés de conduire le processus ne maîtrisent pas encore suffisamment leur rôle et leurs attributions. Il y a celles liées à l'accès des femmes aux documents de sécurisation foncière. Et là, vous savez que la peur des hommes, c'est que quand la femme devient possesseur de terre, et que cela n'enrichit
le patrimoine foncier de sa famille à elle, ou dans les cas de divorce, qu'elle n'emporte la terre avec elle. Dans ce document de mémorandum, il a fait des propositions pour une amélioration du processus de mise en œuvre de la loi et de façon globale la gouvernance foncière rurale. Qu'il faut plus d'informations et de communication autour de la loi. Il faut œuvrer à ce que les services qui concourent au processus aient plus de diligence, de célérité dans le traitement des dossiers. Pour ce qui est des femmes, on a dit qu'il faut travailler à mettre en œuvre des démarches lentes, enfin, pas précipitées, mais des démarches appropriées qui permettent de rassurer aussi bien les hommes que les autorités coutumières d'une façon globale dans le processus d'obtention, enfin, de délivrance des APFR aux femmes. Le groupe de recherche et d'action sur le foncier propose également une clarification sur la valeur administrative et juridique des procès-verbaux de palabres. À travers la remise de ce document de mémorandum, il interpelle les autorités nationales sur ces difficultés qui ne peuvent pas trouver de solution au niveau communal. L'autosuffisance alimentaire devrait enfin être une réalité. C'est le vœu du projet de sécurité alimentaire dans l'est du Burkina, soutenu donc par l'Agence française de développement. À Diapangou, le ton a été donné pour améliorer les conditions de vie des ménages vulnérables en tenant compte de la gestion efficiente des ressources naturelles. Précision avec nos correspondants dans l'est, Aimé Douamba et Mahamadou Ouedraogo. Le projet de sécurité alimentaire dans l'est du Burkina se donne pour objectif principal de réduire la pauvreté des ménages vulnérables et d'améliorer la sécurité alimentaire dans les 27 communes que compte la région. Pour cela, les acteurs d'exécution entendent non seulement développer les capacités de résilience des populations face au changement climatique, mais aussi réduire l'enclavement de cette localité du Burkina. Le projet envisage d'appuyer les communes dans la réalisation donc, de leurs plans de développement communaux, de réaliser 600 hectares de bas-fonds, 600 hectares de périmètres aménagés, 300 km de pistes à bétail, 100 km de pistes rurales, 58 jardins ménagers. Notre accompagnement sur ce projet donc, concerne l'agriculture, le développement économique des territoires de ces communes et nous continuerons bien sûr à accompagner les populations. Le représentant du ministre de l'Agriculture et des Aménagements hydrauliques réaffirme la disponibilité du gouvernement burkinabé à accompagner les actions du projet. Financé à hauteur de 22,6 milliards de francs CFA par l'Agence française de développement pour une durée de 5 ans, ce projet compte intervenir dans 10 filières agro-silvopastorales et sécuriser des ressources naturelles et des terres agricoles dans l'est du Burkina. Le voile est levé sur les rôles et missions de l'élu consulaire, cela à travers une formation destinée aux nouveaux élus du Burkina. Elle est administrée, cette formation, par la Chambre de commerce de la région Lyon-Rhône en France. Roger Bambara et Maïmouna Traoré nous en disent plus. C'est la première fois qu'il siège à la Chambre des métiers de l'artisanat du Burkina Faso en tant qu'élu consulaire. Une grande responsabilité et ils ont besoin d'avoir des informations précises sur leur rôle et leur mission. Donc, il représente l'ensemble des artisans du Burkina, donc il est important qu'ils puissent être situés sur leur rôle qu'ils doivent jouer, non seulement au sein de l'institution, mais aussi dans tout le pays, au niveau des acteurs qui sont à la base, parce que c'est eux qui les ont élus pour les représenter. Pour le renforcement des capacités de ces nouveaux élus, la Chambre des métiers de l'artisanat a fait appel à son partenaire, la Chambre des métiers et de l'artisanat de Lyon-Rhône, une structure vieille de 80 ans. On est le lien entre l'État, le gouvernement, et les artisans. Donc, j'irais d'un côté faire savoir aux artisans ce que l'État veut organiser et de l'autre côté faire remonter à l'État ce que les artisans ressentent. Donc c'est un rôle important et un rôle de tous les jours. Nous on a des relations avec toutes les entités, que ce soit les villes, que ce soit les départements. Donc c'est important cette organisation et de savoir comment on peut faire bouger les choses, je dirais, en tant que simple artisan. Avant cette rencontre, tous les 75 élus de la Chambre des métiers de l'artisanat du Burkina Faso ont partagé leurs expériences avec d'autres structures sœurs de la sous-région.
des femmes occupant des postes clés au sein de l'Organisation des Nations Unies, le nouveau secrétaire général se montre sensible aux questions de genre. La ministre nigériane de l'Environnement, Amina Mohamed, occupe le poste de vice-secrétaire général de l'ONU. 2 autres femmes ont été nommées à des postes clés par le patron de l'organisation, Antonio Guterres. Le nouveau secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, vient de nommer la ministre nigériane de l'Environnement, Amina Mohamed, au poste de vice-secrétaire général de l'organisation. Comme numéro 2 de l'ONU, elle succédera au Suédois Jan Eliasson. Je suis heureux d'annoncer que je nommerai Mme Amina Mohamed du Nigeria comme secrétaire général adjoint et Mme Maria Luisa Ribeiro Viotti du Brésil comme chef de cabinet. J'ai également l'intention de créer le poste de conseiller spécial et de nommer Mme Kyung-Hwa Kang de la République de Corée à ce nouveau poste. Je suis heureux de compter sur les efforts de ces 3 femmes hautement compétentes que j'ai choisies pour leur solide expérience dans des affaires mondiales de développement, de la diplomatie, des droits de l'homme et de l'action humanitaire. Au 30 juin, 34,8% des 40 311 membres du personnel du secrétariat général des Nations Unies étaient des femmes, alors que seuls 17 des 79 secrétaires généraux adjoints, soit 21,5%, étaient des femmes, selon le dernier rapport sur les statistiques du personnel. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite après ce journal, vous retrouvez Headlines, votre session d'information en anglais. Bonne soirée sur la RTB.